Vous qui avez travaillé sur l'Empire romain par le menu, cette nourriture des esclaves, et ça veut dire qu'il y a une sorte de hiérarchie à l'intérieur de la société romaine et qu'on ne donne pas à manger la même chose à tout le monde. En effet, donc déjà au niveau des esclaves, lorsque l'on lit Caton, on se rend bien compte qu'il y a une rationalisation très poussée de la distribution des aliments. Alors cette rationalisation s'explique avant tout par les différentes tâches qui vont incomber aux esclaves, c'est-à-dire qu'en fonction de l'effort fourni, en fonction de la position de l'esclave sur le domaine, eh bien, c'est ça qui va déterminer la quantité de nourriture qui sera donnée, le type d'aliment qui sera donné. Mais de façon plus large, dans l'ensemble de la société romaine, en effet, il y a une véritable hiérarchie de l'alimentation. Et par exemple, au sein même d'un banquet, on peut ne pas donner les mêmes aliments aux invités en fonction de leur rang. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble sur le triclinum ou dans le triclinum, allongés sur leurs trois lits, à 3, 5, 6, 7 ou 8 ou 9 par exemple, et que les 9 ne mangeront pas la même chose. Tout à fait. On a certains auteurs qui s'insurgent même contre cette pratique. Alors je pense par exemple à Pline le Jeune dans une de ses lettres, qui affirme que lui, à sa table, tout le monde peut manger la même chose. Et par exemple, le vin est souvent l'objet de différenciation. Les meilleurs crus sont pour les invités les plus prestigieux, tandis que les invités de second rang devront se contenter de vins plus médiocres. Victor Massé-Lépinay. Alors évidemment, dans les sources que vous étudiez, Dimitri Tellois-d'Ambrosi, les riches, entre guillemets, sont surreprésentés. On a beaucoup de descriptions de banquets, on va y venir, de recettes de cuisine avec des aliments plus ou moins prestigieux. Là, le texte que nous a lu Daniel Königsberg, il s'agit de la nourriture des esclaves. La nourriture des esclaves ou des citoyens ordinaires ou de basses conditions, c'est d'une grande monotonie, il n'y a pas grand-chose à dire, mais on retrouve néanmoins cette trilogie qui est dans ce texte, c'est le pain, donc le blé, le vin, la vigne, et l'huile et les olives, y compris pour les esclaves, donc blé, vigne, olivier. Tout à fait, cette nourriture des catégories plus populaires, voire très pauvres parfois, se caractérise par une simplicité, et cette simplicité est constituée notamment de la trilogie méditerranéenne. Donc le pain, des bouillies également, fait à partir de céréales. Oui, parce que vous dites que le pain n'apparaît que tardivement dans la République romaine et que auparavant, ce qui caractérise un Romain, c'est qu'il mange de la bouillie. Donc il mange des céréales, mais en bouillie, et c'est un peu plus tard, et là en l'occurrence Caton le mentionne, qu'il mangera du pain. Et voilà. C'est plutôt une galette d'ailleurs qu'un pain gonflé tel qu'on le voit dans les fouilles de Pompéi, dites-vous. Oui. La bouillie est un plat qui sera prédominant jusqu'au milieu de la République. Et les premiers boulangers qu'on va vraiment apparaître dans les sources, c'est au milieu de la République. Et ça, c'est-à-dire pour les auditeurs, à quel siècle à peu près ? Au tournant du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette histoire des boulangers, justement, est retracée par Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle, lorsqu'il évoque justement le pain et son histoire. Et donc cette trilogie, l'olive et le vin, mais un vin qu'on ne boit pas comme on le boit aujourd'hui, il est toujours coupé d'eau, il est coupé de miel, il est peut-être un vin mielé, et l'olive effectivement fait partie, l'huile d'olive en particulier, du régime alimentaire de base. Alors oui, ce vin est constamment coupé d'eau, puisque boire le vin pur, c'est se rendre comparable à un barbare. Alors ce vin est constamment mêlé, en tout cas souvent mêlé, à des épices, des aromates, et justement dans un souci de goût, mais aussi de fixation de la vinification, qui est un des enjeux de la viticulture et de la viniculture antique. Et il y a aussi, derrière l'utilisation de ces aromates et de ces herbes ou épices dans le vin, un souci qui peut être d'ordre médical, pour la digestion par exemple. Le goût de l'élite, vous avez évoqué brièvement le fait tout à l'heure qu'évidemment on sait peu de choses sur ce que mangeait un Romain de base ou une Romaine de base dans son régime alimentaire. Toutefois, vous dites qu'on peut savoir qu'ils mangent plutôt soit des bouillies, soit du pain, et beaucoup de pain en l'occurrence quand on passe au régime de pain, de panification. Et puis qu'ils vont dans ces gargotes qu'on appelle les coponas ou les popinas, dans lesquelles on prépare parfois un plat chaud, ce qui permet de se réchauffer, de se nourrir d'un plat chaud. Oui, l'étude de ces tavernes, qu'on appelle donc en effet la kaopona ou la popina, permet vraiment d'approcher l'alimentation du quotidien, l'alimentation populaire, puisqu'on sait ce qu'on pouvait y servir, on le sait par l'archéologie, on le sait par l'iconographie, on le sait également par quelques textes littéraires qui évoquent, alors je pense notamment à des satiristes comme Martial ou Juvénal, qui décrivent ce que l'on peut y consommer. Alors c'est une alimentation qui souvent est consistante,
qui est chaude également, ce qui n'est pas négligeable puisque les plus pauvres ne disposent pas de cuisine dans les petits appartements des villes, les insulae. Et donc c'est vraiment une source majeure pour l'alimentation du petit peuple. Ce qui explique le très grand nombre de ces tavernes que l'on peut retrouver à Pompéi. Victor Massé-Lupinet. Oui, parmi les sources qui permettent de comprendre l'alimentation des populations modestes, il y a évidemment les recherches archéologiques et l'étude des squelettes, des restes. On peut aujourd'hui savoir, en étudiant les squelettes, en étudiant les dents, de retrouver les éventuelles carences alimentaires des populations, des enfants. Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que les Romains, le Romain de base, avait des carences alimentaires? Alors l'étude des squelettes en effet est très riche d'enseignements. Je pense notamment à celle de Herculanum. On a un bel échantillon d'individus qui a été conservé. Et donc l'étude de ces squelettes montre qu'il pouvait y avoir en effet parfois des signes de carence, parfois de malnutrition à travers l'Empire. Alors, malgré tout, une petite exception pour la région de Pompéi et d'Herculanum, qui est une région assez riche. Et il s'avère que dans cette région, le régime alimentaire est très diversifié, puisque on a des légumineuses, des légumes, la viande en petite quantité et beaucoup de fruits de mer. Oui, l'histoire de la gastronomie romaine finalement est intimement liée à l'histoire des conquêtes elles-mêmes et notamment aux conquêtes en direction de l'Orient autour du IIe siècle avant Jésus-Christ, puisque au contact de ces Grecs qui pourtant sont méprisés d'une certaine façon, eh bien paradoxalement les Romains sont fascinés par leur raffinement, leur mode de vie et l'arrivée d'esclaves comme des cuisiniers par exemple, puisque ce sont souvent des esclaves, eh bien, va permettre d'introduire dans les pratiques romaines tous les raffinements gastronomiques que l'on peut retrouver en Grande Grèce, donc dans le sud de l'Italie, et de Sicile également, et de plus loin également. Victor. Alors, à la fin du recueil d'Apicus, justement, on a une liste d'ingrédients, de produits qui sont indispensables à une cuisine romaine. Et on y trouve essentiellement des herbes et des aromates, ce qui montre bien l'importance de l'assaisonnement des plats. Et donc toute cette liste que l'on peut retrouver, on va trouver par exemple du poivre, de la livèche, d'autres plantes aromatiques, du gingembre également par exemple. Tous ces ingrédients du coup sont vraiment considérés comme indispensables à la réussite d'un banquet. Et le fait qu'on puisse les conserver longtemps explique qu'on puisse constituer des réserves sur le long terme. On va récupérer des nourritures qui vont aller jusqu'en Inde, des épices qui vont jusqu'au Yémen et jusqu'à l'Arabie heureuse, etc., qui vont arriver sur les plats des riches romains, Dimitri Tilloy d'Ambrosie. Oui, l'idée de l'expansion de l'Empire par rapport à l'enrichissement de la gastronomie est essentielle, puisque l'Empire, l'oikoumène, c'est-à-dire un espace de vie commun à tous les gens qui vivent sous domination romaine, est en quelque sorte un véritable garde-manger, une véritable réserve de produits les plus diversifiés les uns par rapport aux autres, qui permet donc de satisfaire les palais de l'élite. Et on n'hésite pas, en effet, à importer des produits de très loin, voire d'Extrême-Orient. Oui, le rapport entre le vin et les femmes est une question tout à fait passionnante, puisque on part d'un interdit qui est lié alors à des considérations morales et médicales également. Morale, puisque le vin risque de faire perdre donc, aux femmes leur vertu, si elles s'enivrent trop, et d'autre part, une des grandes craintes des Romains, c'est que ce vin ait des vertus abortives, qu'elle risque de perdre l'enfant ou bien d'être stérile avant même de pouvoir enfanter. Mais on observe en effet, au fil de l'histoire de l'Empire, une évolution par rapport à ce rapport entre vin et femme, puisque les femmes de l'époque impériale peuvent consommer du vin. On le voit par exemple avec Livie, femme d'Auguste, qui même tient sa longévité de la consommation de vin.